C'est encore un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver ce matin sur notre antenne. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. C'est 10-12 de Zénith qui démarre à l'instant et surtout, nous portons nos regards ce matin au Mali, effectivement, où on le sait depuis quelques jours. On dira de ce côté, l'armée russe a pris possession, bien sûr, du pays. On s'en souvient encore des dernières déclarations de la ministre chargée, bien sûr, de l'armée française et qui a eu une sortie exceptionnelle, celle en même temps portée à l'endroit du Premier ministre malien par le président français Emmanuel Macron. Que se passe-t-il? Tension perceptible entre la France et le Mali aujourd'hui. Pourra-t-on sortir justement de cette guerre qui semble être, on dira, encore plus forte diplomatiquement parlant? Au-delà de cette question, comment comprendre que l'Algérie impose bien sûr à la France de ne pas survoler justement son territoire? Madame, messieurs, des questions qui interpellent plus d'un Africain aujourd'hui en se demandant comment les Africains pourront-ils prendre le destin en main et s'écarter justement de celui qui a été considéré depuis au moins 1950 comme étant l'impérialiste perturbateur qui a posé tant de problèmes sur le continent africain. Comment s'en écarter véritablement? Pouvons-nous, comme disait Thomas Sankara, au lieu de nous battre, débattre véritablement et savoir mieux identifier l'ennemi pour prendre les mesures qui vont avec? Installez-vous confortablement, madame, messieurs, c'est 10-12 le Zénith. Charles Lamel, Bombok, Isabelle Carole et Dominique Audrey-Yengelek. Je perds un peu mon latin ce matin, mais nous sommes ensemble jusqu'à 12h. Monsieur Mbatou Chalamel, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Qui vivra verra dans ce pays. Le RDPC, au sortir du renouvellement des organes de base, sort avec des séquelles. Pendant qu'à Yaoundé, on accuse les uns et les autres de se livrer désormais à une bataille, on va le dire, à des coups en dessous de la ceinture dans les différents postes administratifs où des combats véritablement sont déjà en train de poindre à l'horizon. Tout ailleurs, c'est des fioles. On se balade désormais avec des fioles pour en finir avec certaines personnes. Prenons le cas de Bazou. Que se passe-t-il à Bazou véritablement? Il se raconte à Bazou désormais que manger devient difficile. On a peur de boire parce qu'il y a des individus qui se baladent avec les fioles dangereuses du poison. Qui en veut à l'honorable Jackie Rêve Tchani? Telle est la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que le fait d'avoir remporté les élections comme président de sous-section RDPC fera en sorte que désormais ils vont se regarder en chien de faïence? Des vies semblent être menacées et j'ai bien peur que le désordre commencera désormais par le RDPC. Vous parlez des fioles, vous nous envoyez en Côte d'Ivoire. Non, je parle de fioles, c'est mauvais. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses, on va aller plus vite. Oum Nobel disait lutte unie sur tous les fronts pour sortir du joug colonial. Il parlait bien du joug colonial français et anglais. Ouais. Que les Maliens et les Algériens, ils savent ce que veulent les Français. Qu'ils fassent une lutte unie pour enlever la France de là. Parce qu'en fait, les Français soutiraient le gaz algérien du nord du Mali. C'est ça qu'il s'agit. Les deux présidents le savent et c'est ce qui avait amené Charlie Benjedid à l'époque de dire à Mitterrand que le gaz algérien, tu vas l'acheter au double du prix mondial. Mitterrand a marché et ils ont rétabli les conditions. Voilà. Et maintenant pour le RDPC, c'est comme ça. Un de mes enfants m'avait dit un jour, papa, les sentiers politiques sont jonchés de cadavres. Oui, mais au moins quand on est adversaire, même dans la même maison, vous aussi. Et c'est que le nez a une coloration particulière à l'époque, tout à Moussa, Nyandi Fedi, et Nokoyep, tout. Voilà, mais au moins, cette fois-ci, il fallait au moins vous réconcilier. Après, Bangalte, mais maintenant, Bazouna. Mais le poison, quand même, c'est entre frères. Pardon, laissez garder ça. Votre fille est le député. Laissez-la condition. Laissez-la échouer ou réussir. Mais tuer, c'est pas bon. Isabelle Carole, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour vos téléspectateurs. Vous avez 13 milliards de francs CFA pour gérer cette canne qui arrive à grands pas. On se pose pas mal de questions, dans tous les cas, concernant ce budget-là précisément. Dans tous les cas, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on aura le temps de pouvoir longuement discuter à ce sujet, parce que sur la toile, il faut noter que ça fait un tollé, d'aucuns se demandent, ça ne prendra pas la même direction que celle allouée pour les fonds Covid-19 et que tous les chantiers entamés pourront arriver à leur terme. L'argent aussi, au départ, on a le budget, à la fin,
il faut qu'on puisse avoir toutes les traces, toutes les sorties, tout ce qui a bien pu se passer, ou du moins un bilan officiel est présenté. Ne vous en faites pas, les Camerounais sont des férus, des pirouettes. On verra comment gérer ces 13 milliards. En tout cas, on en parlera tout à l'heure dans le cadre de la revue consacrée aux réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Dominique Audrey, bonjour. Bienvenue. Bonjour Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Eh bien, ça va bien? Oui, ça va. Très bien. Vous n'avez pas des mots de poche comme certains? Oh, on a toujours des mots de poche. Hein. Si je commence à égrener. De nous deux? Non, je sais pas. Vous n'en avez pas? Non, je n'en ai pas. Vous réglez les miens alors? Vous réglez les miens? On le sait, oh non, on s'en fout. On le sait, on en a rien à foutre. On vraiment rien à foutre. Quand vous dites pas, c'est pas pédant quand on le dit. Ben, écoutez, les Camerounais dans leur majorité peinent à manger, on va dire, à dépenser 1 euro par jour. Je vais pas 1 euro, donc 650 francs CFA. Non, c'est $1. $1, non. En dessous de 500. Mange pas, monsieur. Dans le dollar, c'est 500 francs. C'est $1. Alors, là, La référence, mais il y a c'est pas, ça. je retire donc $1. Donc, il y a des familles qui n'ont pas 500 francs par jour. Alors, si on estime justement qu'on passe des moments difficiles, est-ce qu'on devrait avoir peur de le dire? Parce qu'on ne partage pas seulement ce que nous vivons, mais ce que les familles, les Camerounais vivent avec nous. Et c'est assez difficile quand même. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Oui, dans la Vivement que la bénédiction soit avec vous et que l'argent vienne. Amen. Hein? Que le Seigneur vous écoute. Sœur Dominique Audrey. L'histoire de ce matin. Ngachou, pourquoi vous me provoquez ce matin? Ok, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je m'en vais vous lire l'histoire de cet homme. On va l'appeler, disons, Eric. Je suis en train de perdre ma femme, je vous en prie, aidez-moi. J'ai 37 ans et ma femme en a 35. Quand ma femme partait rester auprès de ma mère, très malade par manque d'activité sexuelle, je restais par derrière, entretenir des relations avec une jeune fille de 17 ans, l'enfant du voisin dans notre chambre conjugale. Et il y a eu un moment, la jeunette de 17 ans a commencé à manquer de respect à ma femme comme si elle était sa coépouse. Un jour, ça s'est tellement dégradé et elle a dit à ma femme qu'elle n'était pas la seule femme que je voyais et qu'elle aussi, elle était ma femme au même titre que mon épouse légitime. Ma femme était totalement choquée et elle m'a posé la question de savoir est-ce que c'est vrai ce que la petite voisine, la petite de 17 ans est en train de dire. J'ai tout nié en bloc. Cette dernière petite a continué de provoquer ma femme continuellement, tout le temps, jusqu'à lui dire que tout ça s'est fait sur notre lit conjugal, comment est-ce que ça se faisait, et comme si ça ne suffisait pas, la jeune fille de 17 ans était en train de nous enregistrer, et pendant les enregistrements, on pouvait entendre ses gémissements à elle et comment je lui disais qu'elle était mieux que ma femme bientôt j'allais la chasser, que je ne ressentais plus rien pour mon épouse. Et la jeune fille de 17 ans a pris la peine d'envoyer tous ces audios à ma femme et en lui décrivant exactement où est placé quoi, où est placé le lit dans votre chambre, comme pour dire à ma femme, ce n'était pas dans une auberge, c'était dans votre maison. Quand ma femme a vu ces messages, elle s'est épanouie et c'était un véritable choc pour elle. Devant l'évidence, j'ai dû accepter que voilà, en effet, lorsqu'elle va en voyage, j'entretiens ce genre de choses avec la fille de mon voisin. J'ai tout fait pour que ma femme me pardonne. J'ai supplié, je lui ai acheté des cadeaux, je me suis mis à genoux, mais ma femme, elle me dit qu'elle m'a pardonné, mais c'est complètement le vide. Lorsqu'on entretient une sorte d'intimité, elle est comme un bois blanc, elle ne fait rien, elle ne dit rien, elle ne bouge pas, elle est juste comme ça. Lorsqu'elle me regarde, c'est complètement le vide dans mes yeux. Je vous en prie, comment faire pour que ma femme redevienne cette femme que j'ai aimée? Comment me faire pardonner cette situation? Je ne veux pas perdre ma famille. Et à la fin, il dit, mon amour, pardonne-moi pour l'amour de Dieu et pour nos enfants. Qu'est-ce que vous lui avez dit de Et il met des larmes en dessous. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous voulez qu'elle dise ça à la télé? Oui, dites-nous ce que vous lui avez dit. Je sais pas, dites-lui qu'est-ce que vous lui avez dit. Je lui ai dit qu'il est un animal. T'es sûr? Pourquoi? Quelqu'un vient en détresse. Oui, c'est comme ça. Oui, je lui dis d'abord qu'au fond... Je vais dire au prêtre là de te promener, ma fille. Je lui dis d'abord qu'il a merdé.
Et puisqu'il sait qu'il a merdé. Oui, il faut le lui rappeler, il faut qu'il comprenne qu'il est allé trop loin. Il a allé trop loin. Comment vous pouvez tromper votre femme avec une petite fille aussi immature dans votre lit conjugal? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi autant d'agressivité? Pourquoi autant de méchanceté envers une femme qui a décidé de vous donner sa vie, de consacrer sa vie à la construction de votre famille, à vous? C'est normal qu'elle soit dépaysée. C'est normal qu'elle soit elle soit juste une figurante dans votre maison. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle... Non, choisissez les bons mots, je vous en prie. Oui, c'est pour ça. Parce que je vous regarde, je Oui. vous ai à l'œil. Vous voulez qu'elle fasse comment? Qu'elle vous fasse des bisous, qu'elle vous fasse de la lèche pour que vous voyez qu'elle vous a pardonné. Ce genre de choses, ça ne se pardonne pas comme ça. Ça ne se pardonne pas comme ça parce que la petite est en train de lui manquer de respect. Vous êtes dans une cour commune et vous n'allez pas chercher très loin. Vous prenez la fille de votre voisin qui est susceptible d'être votre fille parce que vous avez 35 ans. Et si vous aviez eu cet enfant à 18 ans, elle aurait pu être votre fille aujourd'hui. Donc, vous voulez que votre femme vous pardonne. Commencez par déménager de là. Allez dans un autre endroit où votre femme sera dans un quartier nouveau. Il y aura un peu de considération. C'est sa maison? Non, ils sont en location. Ils sont en location. Ils sont en location. Partez d'abord de là, préalablement. Et maintenant, vous allez devoir associer les membres de votre famille, même si je suis contre le fait que les problèmes de couple soient vulgarisés pour que tout le monde sache quels sont les problèmes que vous avez en interne. Il va bien falloir que vous ayez le support et le soutien de certaines personnes pour faire entendre raison à votre femme. Elle n'est pas obligée de vous pardonner. Ce que vous avez fait est très grave parce que la petite peut être enceinte aujourd'hui. Si la petite est adepte des groupes Facebook dans lesquels on raconte comment il faut envoûter un homme, faire du mal à la femme d'un homme, lorsqu'on veut sa place, elle est susceptible de venir mettre des fétiches, pratiquer de la sorcellerie sur votre femme et au point où elle peut perdre la vie. Donc il faut un minimum de jugeote. Peut-être la petite, elle a 17 ans, elle est peut-être immature, c'est une gamine et tout, c'est de son âge, et c'est la rivalité. À cet âge-là, la puberté, on se dit on est plus forte, on mérite tout, notre mère nous dépasse en quoi? Parce qu'elle mange du plantain, vous également vous mangez. Donc on se dit qu'on on a le droit de le faire. Donc elle, on la met à part. Si son père se rend compte que vous faites ce genre de choses avec sa fille, vous avez des chances d'avoir des problèmes également. Donc déménagez et associez votre famille, tout simplement. Doit-on traiter nos femmes de la sorte? En même temps, nos petites sœurs qui sont devenues, on va dire, des actrices hors du commun aujourd'hui, comment les entretenir justement? Au-delà des questions évoquées ou encore des conseils donnés par Dominique Audrey, je me tourne vers vous, Isabelle Carole Zepet. Moi, personnellement, je suis un peu chagriné. Vous me permettez de donner mon point de vue en tant qu'homme. Que l'on sache quand même que l'on est allé avec la voisine qui a 17 ans, on a 35 ans. Et aujourd'hui, on est en larmes parce qu'on demande pardon à sa femme. Parce qu'on fait de la petite 17 ans, vous balance les images, les audios de ce que vous faites ensemble. Quelle immaturité, Isabelle Carole Zepet. Merci de reconnaître au moins ça. Venant d'un homme, ça fait quand même plaisir. Mais moi, je veux comprendre ce qui se passe chez vous pour que vous n'arrivez pas à contrôler une simple libido. C'est quoi ce désir effréné de toucher à tout? Hein? Oui, on est d'accord qu'un homme, vraiment, il faut à tout moment qu'il sache que, voilà, il est encore en vie. Mais au moins, il doit être capable de reconnaître une banane mûre et une banane non mûre. Et de respecter au moins ça. De permettre que la banane puisse arriver à maturité avant de la consommer. Quand même, c'est quoi ce genre d'histoire qu'un homme vous sert comme ça dans un plat? Et lorsque vous trompez votre femme, est-ce que vous avez besoin de la descendre, de la dévaloriser devant l'autre pour la voir? Une gamine de 17 ans qui est de loin la petite sœur à votre femme, qui n'est qu'une enfant, devant qui vous traînez des propos aussi malsains. Abject. De la femme qui vous a fait des enfants, qui a accepté que vous l'épousez, qui a accepté porter votre nom. C'est une grâce aussi, hein. Il faut le savoir, de demander une femme en mariage et qu'elle accepte. Parce qu'il y en a qui disent non. Des enfants surtout. Oh oui, et de vous donner des enfants. Parce qu'elle peut dire non, elle ne vous épouse pas. Elle peut vous dire non, elle ne vous donne pas d'enfants. Donc il faut accepter le fait qu'elle prenne déjà ça sur elle et respecter ce minimum. Oui, allez ailleurs, mais n'allez pas ailleurs en la dénigrant, en la dévalorisant. Aller ailleurs quand même, Isabelle Carole. Non, quand je dis aller ailleurs, c'est pour dire... C'est la voisine quand même.
Qu'est-ce qu'on fait dans des relations de voisinage? Je ne comprends pas comment on fait pour arriver à ce stade-là. On ne peut pas être un éducateur pour la petite sœur qui a 17 ans, que l'on devrait absolument encadrer, que de la dérouter, comme ça a été le cas avec. Et justement, vous allez voir qu'au départ de cette relation, c'était quand la fille de 17 ans va là-bas, on sait que non, elle est chez tonton Jean. Elle est chez tonton Papi. Eric. Oui, elle est chez tonton Eric. On sait que la fille est chez tonton tel, donc il est seulement en train de la cadrer. Ouais, il lui a donné l'argent d'acheter 2 cahiers. La maman dit, ouais, mais papa, merci d'avoir aidé l'enfant. Pourtant, derrière ça, il fait autre chose. Il se fait passer pour un être qu'il n'est pas. Et on comprend que la jeune fille en question a été au départ persécutée et par la suite a fini par prendre goût. La petite vient en mangeant, on le sait. Et avec tous les propos que le monsieur a commencé à tenir à l'endroit de cette fille, elle a compris que elle a découvert qu'elle est belle, elle a découvert qu'elle est une femme, elle a découvert qu'elle vaut mieux que celle qui est à la maison. Encore que le monsieur la met aux petits soins et tout, pour elle, vraiment c'est le sommet. À l'entendre parler justement le monsieur, il fait savoir que il a, avec la dame avec qui il vit, sa femme, je ne sais pas si le terme sera bien pensé, il a de moins en moins d'assurance, de plaisir. Il trouve cette assurance-là et ce plaisir avec la Benjamine, la cadette de 17 ans. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Non, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'il va, après ça, après l'évanouissement et la découverte de tout ça, sa femme ne participe plus. Elle est couchée là. Bon, il a vu autre chose que ce que sa femme nous présente très souvent. C'est ça le problème. Sa femme ne réagit plus. Ah, d'accord. Chérie, je veux. Ok, prends. Ah, d'accord, merci. Voilà. On va rester tout à fait courtois parce qu'il ne faut pas désacraliser, on va dire, ce qui nous donne la vie, l'intimité de la femme, parce que ô combien elles sont honorables quand même ce matin. Mais je voudrais savoir, Isabelle, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas ce qu'on appellerait des relations de voisinage très empoisonnées? Vous avez un voisin qui vous regarde, vous avez une voisine qui vous regarde. Comment devraient se comporter les femmes vis-à-vis de ceux qu'on peut considérer comme des voisines gamines dangereuses? Je crois qu'il faut avoir de bons rapports avec tout ce qu'on côtoie au quotidien. Ce sont vos voisines, ce sont vos collègues, ce sont vos frères. On devrait avoir de bons rapports. On devrait pouvoir respecter son âge. On devrait pouvoir respecter son statut. On devrait pouvoir se dire, il y a des plats auxquels on ne mange pas. Cher monsieur, abstenez-vous. Je le dis tous les jours sur ce plateau. Que les hommes éduquent leur sexe. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de gérer ses pulsions. Oui, vous avez envie de passer à l'acte, mais regardez la jeune fille qui est en face de vous, qui a 16 ans à peine. Pensez à votre femme. Regardez vos enfants. Et dites-vous, si demain on fait ça à mon enfant, comment est-ce que je vais me sentir? Parce qu'il a détourné sa jeune fille en question. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui n'ont que 17 ans ou 16 ans, mais qui ont des comportements des femmes de 45 ans. Mais soyons un peu raisonnables. Et le comble, Michel Ngachou, le lit conjugal, il n'y a rien de plus sacré que le lit conjugal. Que votre mari vous trompe, c'est une chose. Qu'il ramène la femme à la maison et passe à l'acte sur votre lit conjugal, sachez que cet homme, depuis la nuit des temps, ne vous a jamais aimé. Très bien. Et l'idéal, c'est de jeter les bouches. On a très peur quand vous le dites quand même, parce qu'il y a des hommes ce matin qui n'ont rien, des femmes qui peuvent avoir le sentiment que malgré les excuses des hommes, ceux qui sont venus dire, voilà, je reconnais que j'ai merdé et que j'ai ramené une personne dans notre espace, on va dire, intime. Ben voilà, j'ai pris conscience, je ne le referai plus. Mais le dire comme ça, qu'il ne vous a jamais aimé, c'est peut-être assez fort quand même. Comme la dame qu'on a demandé de chasser, qu'on aurait pu pardonner. Vous voyez que puisqu'on est humain, on commet des bêtises et on a besoin de recadrage. On a besoin de recadrage, mais il faut bien comprendre le niveau de la femme. Deux poids, deux mesures. Charles Bachou, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Michel Ngachou, nous étions en 1890 lorsque le grand chef Ewondo Ntsama Tangana, celui que les Blancs ont appelé Charles Frédéric Otonga Tangana, ce grand chef Ewondo avait reçu une plainte à la grande chefferie à Yaoundé d'une femme, une matriarche qui était venue lui dire qu'une concubine à son mari lui avait manqué de respect au marigot. On a réuni l'ensemble des chefs d'Ongola. Ils ont siégé et on lui a appliqué le principe traditionnel qui voulait qu'elle ait publiquement 100 coups de fouet, cette jeune fille, 100 coups de fouet, et qu'elle soit l'esclave
si vous voulez, aujourd'hui, la domestique de cette dame pendant un cycle, l'équivalent d'1 an. Voilà comment on applique. C'est pour ça que je suis rentré en 1890, pour vous rappeler cette histoire de Tchama à Tangana, que tout le monde connaît sous le nom de Charles Tangana, le grand chef. D'accord. Et le lien avec l'histoire de ce matin? C'est même l'histoire. Tout à fait. C'est même l'histoire. Comment une jeune fille de 17 ans se retrouve à manquer de respect à votre femme? Premièrement, nous avons affaire à un mouchard. C'est top. Dans l'histoire de Tangana Nchama, on a utilisé, les Ewondo ont ce qu'ils appellent la marque de la honte. Lorsque vous commettez une faute grave, le contraire de l'Ouest Cameroun, où on vous bannissait du village en prenant la cendre et en versant sur vous, parce que les gens disent que non, la couleur du deuil aujourd'hui c'est le noir. Non, lorsqu'à l'Ouest une femme tombait, son mari décédait, elle allait dans sa cuisine, elle prenait la cendre, elle se répandait en signe de deuil. Le blanc est le signe du deuil. C'est le noir qui est le signe de la couleur de la vie. On a inversé aujourd'hui, nous n'en revenons pas. Donc, M. Michel Ngachou, on implantait la marque de la honte avec du fer chauffé, M. Michel Ngachou. Quand vous passez, on disait vous êtes une honte pour la tribu. Plus tard, on a essayé de diluer avec le rituel saut que nos frères Wondo bêtisent mieux. Donc cette fille devait subir ça. Elle devait être fouettée chez le chef de quartier pour avoir manqué de respect. Le droit d'aînesse, M. Michel Ngachou, est reconnu. Après la première, c'est les autres femmes. C'est l'homme qui lui donne le Je dis après la première, c'est les autres femmes qui osent manquer de respect. Permettez-moi, je vous parle sur le plan traditionnel. Une femme qui entre après la première et qui manque de respect, comme je dis, virée, chassée, M. Michel Ngachou, elle c'est la maman. On la respecte. Ce monsieur est un mouchard, il a oublié le principe sacré. Les affaires conjugales sont sacrées, M. Michel Ngachou. Parler de sa femme, livrer sa femme au carrefour, c'est donner la clé de son coffre-fort à un bandit. C'est votre femme qui encaisse tout, qui connaît les traces des selles sur votre slip. C'est la femme qui connaît l'odeur de votre transpiration, vos saletés. Vous portez votre femme, vous allez la livrer, M. Michel Ngachou. C'est un mouchard, c'est un faible, ce n'est pas un homme. Il est tout sauf un homme. Il vous regarde ce matin. Je parle sur le principe bantou, il n'est pas un homme, M. Michel Ngachou. Les affaires de votre femme, si ça se retrouve au marché, on dit chez nous les bantous qu'on ne va pas marcher avec le slip de sa femme. Du tout. On ne part pas au marché avec le slip de sa femme. Quel que soit ce qu'elle fait, on garde. Bon, on vous dit trivialement, on n'expose pas l'infidélité de sa femme. La femme est le réceptacle. Deuxième chose, le lit conjugal est sacré. C'est pour ça que je dis qu'il est un sous-homme, il n'est même pas un homme. Le lit conjugal est sacré, M. Michel Ngachou. C'est là où Dieu réside. C'est le lieu de conception de la vie. C'est un temple, c'est un sanctuaire. Le lit conjugal, c'est un sanctuaire. Tout se pense, tout se dit. C'est la raison pour laquelle on dit le lit conjugal appartient à l'homme. La maison, c'est à la femme, mais le lit conjugal, c'est à l'homme. Quand ça ne va pas démonter le lit, partez. C'est sur ce lit que vous avez tout. Vos rêves, vos projections, vos ambitions, vos cauchemars, c'est sur ce lit. Très bien. Vous prenez une fille, vous venez coucher sur ce lit. Le dernier point, les enregistrements. Monsieur Michel Ngachou, vous avez vu ce qui est arrivé à Lady Ponce sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui est arrivé un responsable de la sûreté nationale sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui est arrivé au DC. Les cas sont léchés. Non, monsieur, il faut citer au directeur du cabinet civil. C'était sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Méfiez-vous des gens à qui vous croyez être la source de votre, à qui vous donnez votre confiance. Méfiez-vous de ces personnes. Voilà une fille qui l'enregistre, quelqu'un qui ne connaît ni d'elle ni d'Adam. Mais vous vous permettez de dire, tu es mieux que ma femme, tu es mieux que ceci. Mais monsieur Michel Ngachou, pardon que cette femme parte. Tu n'es pas avec un quitte-le. Merci beaucoup. Quitte-le, tu avais un sorcier, quitte-le. Alors, l'homme ce matin nous regarde en même temps parce qu'il nous avance son histoire pour qu'on essaye avec lui de trouver des solutions. J'avoue qu'on est un peu tous déjà outrés sur Platon en tant qu'homme, en réalité, mais il y a aussi lieu de le sauver, bon Bengan. L'éducation, le rééduquer, le réinsérer.
comme les femmes également qui ramènent des hommes dans leur lit. Comment est-ce qu'on réussit? Non, Michel Gachou. Ne faites pas la Non, il n'est pas question de femme Pourquoi vous m'étouffez? Parce que hier, une femme a fait des petites choses. On a dit que non, tu es là, j'étais là, machin. Mais lorsque les femmes et si on doit rééduquer parce que c'est un homme. Lorsque les femmes ramènent des gens dans leur lit, il y a aussi une éducation à faire. Deux poids, deux mesures. On Qu'est-ce attend qu'on fait, leur Bobo temps. Bengan? Qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur? Comment l'amener à se retrouver, à se réinsérer sociologiquement parlant? D'accord, je ne reviens pas, j'assume à 100% ce que Charles Hamel vient de développer. Ouais. Comme monsieur dit, je veux me faire pardonner. Et quand je veux me faire pardonner, on fait comment? Oui. Et justement, le premier acte qui montre qu'il a une bonne femme, sa femme livre quand même. Elle ne lui tourne pas le dos. Ça veut dire qu'elle est prête à pardonner. Dans ce genre de situation, elle règle d'abord à deux et c'est le temps qui fera. Première mesure, vous dégagez, vous quittez les lieux. S'ils sont en location, je ne sais pas. Donc, comme ils sont en location, qu'ils déménagent immédiatement, qu'il aille ailleurs, quelque part, et continue à demander pardon à sa femme. Justement. En demandant pardon, on fait quoi? Ce n'est que verbalement? Est-ce qu'il y a des cadeaux qui sont accompagnés? Est-ce qu'il y a des manières qu'il devra adopter, mon Bengal? Oui, il y a les manières qu'il devra adopter. Parce qu'il risque de s'attirer une malédiction terrible. Parce que la femme qui prend sur elle de vous entretenir, d'oxygéner la maison et d'intégrer, c'est-à-dire qu'elle a pris en charge sa belle-mère, comme on dit, comme sa mère, et s'occupe d'elle, et vous permettez ces écarts de comportement-là, vous risquez d'attirer une très grande malédiction. Donc, vous continuez à le faire, à supplier votre femme, à l'amadouer et surtout à prendre un engagement personnel de ne plus jamais. Donc, en fait, ce bonhomme, il est condamné à être monogame à partir de ce moment précis. Il ne doit plus sortir une autre femme jusqu'à la fin de leur vie. Voilà l'engagement. Voilà l'engagement. Et je suis d'accord avec Charles Hamel. Dernièrement, je pense que c'était jeudi. S'engager à la monogamie. Jeudi, lorsque on m'a appelé comme pour intervenir à l'émission Regard Social. Ouais. Et ça, donc s'il n'était pas marié, alors s'il avait cette fille comme titre, c'est le genre d'homme qu'on castre. Ouais. C'est déjà d'homme qu'on castre. Comme quoi il aura un problème? Oui, on la casse. On le corrige. Non, on casse, on lui interdit, il ne peut plus jamais avoir des relations sexuelles. On castrait dans les sociétés basées et arriver jusque-là quand même. La peine de mort existe dans votre code pénal, non? Nous sommes d'accord. Alors, mais puisque là, ce n'est pas la peine de mort, c'est seulement une suppression. Mais comme il veut le pardon, justement, moi, la première personne à qui je parle, c'est à ma fille. Je dis, pour ce genre de choses, comme la femme a dit, moi j'ai appris le mariage, mon intimité, je la conserve pour mon époux, pour mon mari, et elle a continué à lui donner son intimité, ça veut dire qu'elle est prête à pardonner. Ma fille, j'ai dit, oui, ça fait mal, j'allais dire, c'est criminel ce que ton mari a fait, arrange-toi à déménager, et surtout, à ne plus prendre ce lit. Parce que regarde ce qui arrive souvent. Doit-il changer de lit également? Oui, il ne doit plus. Il faut changer de lit. Pour dire sa colère, pour dire son indignation. Il faut changer quoi le matelas? Le lit. Globalement. On change le lit. Non, on change le lit. En principe, c'est par peut-être mes connaissances qu'elle est encore couchée. Elle est venue. Elle pouvait même dormir sur la natte ou au canapé. Elle ne devrait plus dormir dans ce lit-là. Vous savez, même votre fils, vos enfants, quand ils sont mariés, en fait, il leur est interdit de dormir dans votre lit conjugal. Ouais. Voilà le principe. Mais maintenant, bon, vous pouvez venir là, papa et maman estiment que non, vous êtes grande, bon, on vous donne. Mais là, c'est eux qui vous donnent le lit conjugal. Mais une fille, un garçon qui connaît déjà, qui entretient déjà des rapports intimes, il lui est interdit par principe de dormir. Maintenant, vous prenez une personne étrangère, vous venez faire coucher sur votre lit conjugal, c'est un sacrilège. Quel message à la fin? Non, on a très peu de temps sur la main. On a très peu de temps. Le garçon qui connaît déjà la fille ne s'assied pas sur le même banc que sa mère. La fille qui couche déjà l'homme ne s'assied pas, ne se couche pas sur le lit de sa mère. Je voulais juste appuyer. Merci beaucoup. Alors, la petite fille de 17 ans en même temps, qu'est-ce qu'on fait d'elle là? Non, mais elle, on la tabasse. Bon, non, elle n'a pas été abusée. C'est bon, on la tabasse. On va trouver un moyen pour l'humilier. Voilà. Il faudrait que les filles de sa tranche d'âge
l'excluent de leur congrégation. Justement, il faut qu'elles soient liées. C'est ce qu'on appelle société. Société rime avec solidarité. Donc, on rejette ce qui est mauvais. Je voudrais ce matin saluer toutes les filles du quartier Madagascar à Yaoundé, saluer toutes les filles du quartier Etambafia, saluer toutes les filles de Manguier, saluer toutes les filles en même temps des quartiers, on se comprend en même temps. Vous savez, finalement, on risquait de fauter toutes les filles de certains quartiers justement à Yaoundé. Il y a des gens qui ont perdu les dents à cause de ce manque de respect. Avec quoi? À cause de ce manque de respect. Au moment, hein? Oui. Moi, j'étais un dans mon quartier. Vous manquez de respect. J'en suis vous. Merci beaucoup, cher Label. Allez, Madame Béchiot, restez sur notre antenne, poursuivons l'émission avec vous. Comme c'est le cas, et vous le savez, chaque matin, nous tentons de restituer aux Camerounais des éléments de vérité, mais surtout comprendre le Cameroun dans ses profondeurs. Et Charles Hamel a choisi chaque matin de s'arrêter avec un sujet porté sur la colère. Celle présentée ce matin, on l'écoute, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la loi numéro 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun. Comment comprendre ce non-respect du code de procédure pénale dans ce pays? Pourtant, le texte en lui-même a été savamment rédigé. Comment comprendre que 14 ans après l'entrée en vigueur de la loi numéro 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale qui dispose en son article 122, deux points, je cite, 1. Le suspect, en cas d'interpellation, doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés. Il doit être traité matériellement et moralement avec humanité en ce qui concerne les interpellations dans les unités de force de maintien de l'ordre. B. Au cours de son audition, un temps raisonnable devra lui être accordé pour se reposer effectivement. C. Mention de ce repos devra être portée au procès verbal. Point. Alinéa 2. Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, interrogatoires prolongés, à l'hypnose, à l'administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d'action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement. Comment comprendre que 14 ans après 2005, nous soyons encore là à vivre des scènes relevant de la fantasmagorie, des scènes allant à l'encontre de l'article 122 du Code de procédure pénale dans nos unités de force de maintien de l'ordre? Sommes-nous dans la logique du policier roi, du gendarme roi, mieux dans le règne de l'impunité? Comment comprendre qu'il ne passe pas un seul jour sans que l'on ne fasse allusion en cas d'interpellation, qu'on ne fasse allusion à des cas d'interpellation arbitraire dans ce pays? Quelle est l'identité des personnes qui se cachent derrière un téléphone pour donner aux forces de sécurité de pratiquer la torture et la détention secrète alors que les lois camerounaises sont contre cela? Pourquoi est-ce que la punition n'est admise que pour les exécutants et jamais pour les commanditaires? Comment comprendre que l'acte d'interpeller un succès, un suspect autant pour moi, reste dans le subconscient des éléments de la force de l'ordre associés à la violence comme un réflexe? Comment comprendre que nos gouvernants se refusent à reconnaître la pratique de la torture alors que les observateurs internationaux indépendants n'ont pas la possibilité de se rendre librement dans tous les lieux de détention et de rencontrer des personnes détenues? Comment comprendre que depuis la dénonciation d'actes de torture, aucune action n'a été menée de manière indépendante et impartiale sur toutes les allégations de torture, de détention
au secret et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant tous les lieux de détention. Il aura fallu que Facebook arrive pour qu'on puisse penser, au vu de certaines images, procéder à des réactions. Est-ce qu'on va dire désormais que la délégation générale à la sûreté nationale ou encore le CED travaille avec un agenda ou avec un point culminant Facebook? Les hommes en tenue qui frappent et infligent des tortures aux suspects ne se rendent parfois pas compte qu'ils sont en train de le faire, disent certains. Comment comprendre que l'instruction et la formation des forces de l'ordre travaillent plus à la répression qu'à la déconstruction de ce réflexe de violence et de torture chez l'homme? Parlons peu mais vrai, dites-moi comment comprendre qu'à peine vous êtes interpellé par les agents de maintien de l'ordre, on vous froisse, vous oblige à vous asseoir à même le sol, on vous tabasse avec des rangers, on vous botte et que sais-je encore après vous avoir versé de l'eau. Comment comprendre cette envie folle de certains policiers ou hommes en tenue à s'exhiber dans une violence à nulle autre pareille? Ils sont tous des sobriquets inquiétants dans les brigades et commissariats. Comment comprendre ces gardes à vue abusifs et illégales dans les lieux de détention ci-dessus? Des détentions préventives qui dépassent les délais légaux. Les détentions illégales dans l'enceinte des prisons, des détenus libérés ou des condamnés ayant purgé leur peine. Arrestation sans mandat. Pas de respect des délais de garde à vue. Vous avez des personnes qui surviennent chez vous, vous arrêtent ou vous émettent sans respect d'aucune procédure légale. Quelle est la complicité qui existe entre les commissaires de police, commandants de brigade, leurs éléments vis-à-vis de ces pratiques? Comment comprendre qu'aucun procureur de la République ne se soit jamais offusqué de ceci, qu'il retrouve parfois lors des descentes de détenus amochés? Va-t-il croire que c'est un camion qui les a amochés? Question. Comment comprendre que même le droit à avoir accès aux soins de santé, même individuels, ne soit pas reconnu? Pourtant, le code de procédure pénale est suffisamment clair sur la question. Une colère bien sûr exprimée par Charles Membachou ce matin. Et là, on va d'abord dire bonjour à tous les commissaires de police qui nous regardent ce matin. Ils sont très nombreux dans les commissariats. Bonjour à tous les commandants de brigade qui nous regardent ce matin. Ils sont très nombreux. Bonjour bien sûr à nos forces de défense et de sécurité pour beaucoup en même temps qui réécoutent cette colère portée sur l'article 122 du Code de procédure pénale. Charles Membachou aujourd'hui. On va vous dire merci fièrement. On va également dire bonjour aux détenus qui sont très nombreux à nous regarder dans les prisons et qui assurément se retrouvent dans cet article 122 du Code de procédure pénale. Finalement, est-ce qu'on va dire au Cameroun on est dans un respect de ce texte-là, de cet article véritablement bon Bengan Kandji? On sait d'ailleurs qu'il y a eu des commissariats, il y a même des commissariats aujourd'hui, où une fois vous êtes, il y a une plainte contre vous, lorsque vous y arrivez, vous dites même que vous avez un avocat, votre conseil, on ne lui permet même pas de pouvoir avoir accès à vous. Dans des commissariats aujourd'hui, en 2021. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on a un code au final qui a été pensé, rédigé, mis en pratique, juste pour le plaisir et non pour le respect de ces articles, Mbombo? C'est justement pour le plaisir. Et Charles Hamel s'est interrogé pour savoir, mais pourquoi cette répression, j'allais dire, récurrente? Non, la raison est simple, parce que nous avons reproduit l'héritage colonial de la France. La France nous a laissé deux grandes orientations, la répression et la corruption. Ce qui est tout le contraire de nos frères et sœurs anglophones. Oui. Là-bas, chez les anglophones, même pour un chauffeur qui a fait surcharge ou bien qui l'a interpellé en route, il peut dire « I bring you to court ». Donc lui, il a la possibilité d'ester en justice parce que c'est le fait qu'on peut dire de flagrant délit. Vous dites que j'ai, il dit moi non. On va à la cour, I bring you to court. Et il peut le faire. Mais dans le système francophone, c'est la peur, c'est la répression. Donc le rôle d'éducation de ce qu'on appelle même la police préventive est seulement de mots, parce il faut réprimer. Et quand on ne parvient pas à réprimer, on peut corrompre. C'est ça qui a amené à ces pratiques-là. Ce qui fait la deuxième chose, ce qui fait que même lorsque le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, interpelle les chefs de cour, parce qu'ils ont les réunions traditionnelles avec les chefs de cour, je parle du garde des Sceaux,
il condamne, il les interpelle sur ces arrestations arbitraires et ces pratiques qui ont cours souvent des pratiques des officiers de police judiciaire qui met en mal les magistrats, dont les procureurs, le parquet, dont le procureur s'est substitué, les juges d'instruction, pour l'appréciation de certains aveux. Est-ce que ça a été pris sous le fait de la torture et tout? Mais ça se limite seulement au niveau des discours. Parce qu'en fait... Ou des procès-verbaux. Oui, mais non, je veux dire, ce que recommande le ministère Laurent Esso, il a raison, je le soutiens pour cela. Mais sauf qu'il ne va pas dans les actes. Donc il fait privilégier les actes, alors qu'il les condamne en amont. Il faudrait donc que les officiers de police judiciaire soient, j'allais dire, bien formés ou alors soient punis lorsqu'ils exercent tel agissement. Mais est-ce que le procureur de la République, bon, pour le cas de c'est le procureur général de la cour d'appel qui est le patron de ces choses-là dans la région, il a quelle marge de manœuvre pour contrôler, ainsi de toutes les manières il doit en avoir pour limiter les dégâts. Très bien. Donc, il y a un souci fondamental, bon, c'est qu'au-delà du non-respect de cet article-là, je vais dire cet article précisément, 122 du Code de procédure pénale, aujourd'hui, il y a que vous pouvez arriver dans un commissariat, dans une brigade, lors de la mise, je vais dire, en page des propos qui sont les vôtres par rapport à l'accusation qui a été portée sur votre personne, il y a que même celui qui rédige peut déformer les propos. Est-ce que ça ne rentre pas dans le même cadre justement de ce non-respect, bien sûr, de cet article-là? Absolument, absolument. Et surtout, si votre vis-à-vis a un peu, s'il a un peu d'argent, c'est fini pour vous. C'est-à-dire que quelquefois même, on ne vous fait pas lire le procès verbal qu'on vous demande de signer. Donc, il va interpréter des choses, donner des qualificatifs qui ne sied pas. Et si vous résistez, c'est la torture. Et après, on vous fait signer un procès verbal. Après, on vous dira, mais pourquoi vous avez signé? Pourquoi? Donc, en réalité, c'est cela. C'est cette répression-là, et j'allais dire, c'est cette non-observance de ce qui est écrit qui fait problème, surtout dans la zone francophone. Je dis, c'est un héritage colonial que nous devons enlever de nos cerveaux. Quand on enlèvera de nos cerveaux, les pratiques seront des pratiques d'application des droits de l'homme et de la dignité humaine. On vous a compris, mon Bengan, sur ces questions-là. Isabelle Carozopet, oui, il y a tout un article 122 du Code de procédure pénale. Il y a que très souvent, pour prendre les aveux chez X ou chez Y, on procède à des méthodes quand même inhumaines dans des commissariats, dans des brigades, parce qu'au moment où on parle, ils sont très nombreux à nous regarder et ils se reconnaissent forcément ce que nous disons. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré au-delà de, je vais dire, de la pratique de la force, comme Bengan le dit, qui est hérité de la France? Est-ce qu'à un moment donné, les Camerounais eux-mêmes refusent de prendre conscience de ce qu'ils disposent comme loi une fois qu'on est face à un officier de police judiciaire? Je crois que très peu d'entre eux ignorent leurs droits, ignorent leurs devoirs, ignorent toutes les règles qui les encadrent et qui les protègent. Sinon, vous ne pouvez pas permettre que dans un commissariat, on vous traite de la sorte. Ou alors, si c'est le cas, vous allez utiliser les mesures qui s'imposent. Aujourd'hui, on va dire merci aux réseaux sociaux parce que ça permet au moins de pouvoir montrer aux yeux du monde ce qui se passe dans ces commissariats et bien d'autres lieux. Et on a vu le cas tout récemment qui s'est produit. La réaction a suivi immédiatement parce que l'affaire était exposée au mauvais endroit. Parce que dites-vous bien que c'était votre frère qui était peut-être maltraité et tout. Peu importe ce que vous ferez, ce serait resté à huis clos. Personne ne devait prendre celui de pouvoir en parler. Moi, je dis quand même trop, c'est trop. Et il faut qu'à un moment donné, on puisse être humain. C'est ce minimum-là. Peu importe ce que vous avez fait, il y a une procédure. Il y a des lois qui encadrent cela. Ça coûte quoi de pouvoir respecter ça? Si c'est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé pousser, la situation a fermenté. Aujourd'hui, c'est devenu comme une règle où on sait que quand on va dans un commissariat, quand on se rend dans un hôtel ou tel autre endroit, voici le châtiment qui vous attend. On a officialisé ce qui n'est pas officiel, il y en a même ce qui est banni, il y en a même ce qui qui n'est ont pas des accepté. connivences avec
des agents de police, notamment des commissaires, des gendarmes, si vous voulez ainsi, qui se disent, bon d'accord, c'est ma relation, je vais te montrer, et on s'en fout de la loi. C'est ça au Cameroun aujourd'hui. Mais on s'en fout, puis encore si vous n'avez pas de moyens. Parce que pour ceux qui ont des moyens, on sait comment ça se passe. Mais si vous, citoyen lambda, vous n'êtes connu de personne ou encore votre père n'est personne, ben sachez qu'au sortir de là, ce sera très compliqué pour vous. Et combien de personnes ont perdu la vie à cause de cette situation atroce qu'elles ont vécue là-bas? Ou après, quand on voit que vous êtes en train d'agoniser, c'est là où on appelle votre famille pour dire venez chercher telle personne ici. On a eu le cas, bien sûr, de Pouma Bombengan, hein, ça vous revient quand même. Hein. Oui, tout à fait. Le cas de Pouma avec le fils qui a été retrouvé mort dans une vais brigade à Pouma. Je vais l'enterrer samedi, c'est mon fils. Oui. On a fait l'aide d'autopsie, je ne dis encore rien pour le moment. Voilà. En tout cas, on va le dire de Nécodré. Choisir délibérément de ne pas respecter une loi qui voudrait qu'on protège à la fois celui qui sera accusé et que l'on procède à des méthodes plus que barbares, de sauvagerie humaine justement pour avoir des aveux. Oui, on regarde pas mal de films tout le temps, hein, on regarde pas mal de séries. On va peut-être pas les citer parce qu'il y en a tellement, où on trouve comment prendre des aveux chez certaines personnes. Et on procède à des méthodes quand même inhumaines. Vous comprenez qu'au Cameroun, même pour un simple vol de téléphone au quartier, que l'on arrive à ce niveau de violence extrême. On violente des gens pour le téléphone. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire d'Ibrahim Bello, c'était pour s'être passé à côté d'une voiture. Ça s'est passé entre le 5 et le 7 février. Moi, je préfère lire la version de ce jeune garçon-là aux téléspectateurs, si ça ne vous dérange pas. Allons-y. Quand je suis arrivée là-bas, un policier m'a demandé de m'asseoir et il a commencé à me taper violemment avec la machette sans même me demander ce qui s'est passé. On ne m'a pas permis de dire ce que je faisais à côté de cette voiture et ensuite on m'a mis en cellule où il y avait d'autres personnes. La nuit, un autre policier m'a menotté la main gauche sur la fenêtre et ensuite on a attaché des chaînes avec des cadenas pour mes deux bras sur la fenêtre pendant quelques minutes, et alors que les menottes creusaient déjà mon bras parce que c'était trop serré, on a attaché mes pieds avec une longue fronde en caoutchouc. J'ai vu 3 personnes à côté de moi, une courte de taille, l'autre de taille élancée. On m'a placé en balançoire, mes bras étaient attachés sur la fenêtre et les gens m'ont arrêté, les pieds ligotés et je regardais vers le sol. Ils ont commencé à me taper avec la machette et un morceau de planche plusieurs fois en me versant de l'eau. Le policier a pris le gros bout de son fusil qu'il avait sur lui pour cogner violemment mes doigts et ma main gauche au point où le sang sortait de partout. Ensuite, à plusieurs reprises, on a branché le courant électrique sur moi. J'ai crié pendant longtemps, mais personne ne m'a laissé. Pour la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en 2021, vous allez faire Ibrahim mal. Bello n'a plus de jambes. Il évolue en fauteuil roulant. Vous allez certainement ce matin choquer encore les millions de Camerounais. Il faut dire ces choses-là. Sur la Bello, parce que Dominique Audrin, en faisant ce récit, il faut le dire, jusqu'à présent, Bello n'a pas reçu les 50 millions qu'on devrait lui donner. Premièrement, aucune justice n'a été faite et les policiers incriminés sont connus. Alors il y a du 2 poids 2 mesures. Pourtant, l'article 8 de la loi dont on parle ce matin prévoit que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Par un tribunal, tout à fait. Article 21. Hormis les cas de crimes passibles de peine de mort, la mise en liberté avec des garanties est envisageable. Parce qu'on peut vous arrêter si vous n'avez pas vraiment, je ne sais pas si ce que vous avez fait, on peut vous placer en liberté provisoire. Et à l'article 92, on dit qu'un officier dans la quête de vérité peut mettre tout le monde et tout à contribution pour savoir effectivement et établir les culpabilités. Si on prend le cas de cet enfant uniquement, on aimerait bien savoir, quelqu'un s'est plaint, j'ai vu quelqu'un à côté de ma voiture et ça a suffi. Le garçon ne parlait même pas français, il s'exprimait en foufoudé. Ça a suffi pour que ça fasse de lui un voleur et qu'on l'amène et qu'on lui branche du courant et qu'aujourd'hui il soit sans jambes. Donc vous voyez que cette loi, ça ne sert que de papier. C'est un truc avec lequel on peut se torcher et après personne ne va appliquer, personne ne fera rien. Ça continue
continuera d'être comme ça. Pourtant, ça date de 2005 et Bello a subi cela en 2017. On ne vous parle pas des cas de Biboun Isaac. Où est la présomption d'innocence dans ce cas? Pourquoi pas la liberté provisoire dans ce cas, tant qu'on n'a pas encore... Michel Gatchou. Vous savez, Dominique Audrey, en même temps, on va le dire, on est sous le renouveau. Et avant le renouveau, on a eu le président Aïdio, qui lui aussi a été le tout premier président de la République, qui a bénéficié de l'encadrement de la France avec sa police répressive. C'était très grave. C'était très grave. Sous Paul Biya, on va le dire, 40 ans quasiment au pouvoir, on n'est pas loin parce qu'avant Paul Biya, il y a Foshivé qui était là, bon Bengal. En dehors de Foshivé, on sait tous ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Comme Samuel, alors c'était... On s'en souvient même de l'histoire de Milo Medjo. Je vais revenir. Et je vous disais justement hier qu'après avoir lu, relu et relu un livre de M. Ngounou, vous comprenez justement la barbarie dans laquelle on vit. Mais il va peut-être falloir, Charles, avant de sortir, le dire qu'il y a l'activiste camerounais qu'on appelle Zumanto, bien connu, qui depuis des jours, il y a un Camerounais qui a été happé par la police camerounaise, aujourd'hui se trouve à Kondengui, qui s'appelle Ndjike Narcisse. C'est-à-dire que Ndjike Narcisse a été arrêté à son domicile au quartier Damas à Yaoundé par la police du régime, qui va le conduire au commissariat central numéro 1 où il sera torturé pour obtenir des aveux puis transféré à la prison de Konengi. Une semaine plus tard, Ndjike Narcisse est indéniablement, selon la police, Zumanto. Vous comprenez dans quoi on vit là? Et ce qui est curieux, c'est que voici ce qu'on lui reproche: apologie du terrorisme, outrage au chef de l'État, propagation des fausses nouvelles, incitation à la rébellion, exploitation de la signature du chef de l'État. Quand même, quand on tisse un tas de mensonges sur un individu, simplement pour l'appeler et le mettre en prison, vous comprenez qu'on est encore dans un état sérieux, monsieur Mbadou Charlamel. Monsieur Michel Gatchou, je vous assure que sur le papier, le Cameroun est tout ce qu'il y a de plus beau. J'ai discuté avec un policier et un gendarme. Ils m'ont fait comprendre que dans le contexte camerounais, c'est impossible de dissocier la violence dans les interrogatoires. C'est impossible. C'est le raisonnement. Oui, ils m'ont dit c'est impossible. Que vous allez venir vous asseoir. Monsieur Mbachou, c'est vous qui avez fait ça? Non. C'est vous qui avez fait ça? Non. Quand on gifle parfois, c'est là où le cerveau revient. Franchement. Je lui pose la question de savoir, est-ce qu'il faut, il dit dans le contexte africain, l'Africain marche avec la chicotte, le bâton. C'est fou ça. Il y a un gendarme qui... Je vous dis ça. Que le noir a les oreilles aux fesses. Oui, parce qu'il va nous dire que je vous dis, quand on aboutit parce que... La méthode, je vous dis, j'ai discuté, on me dit c'est impossible. Gardez la parole, Charles. D'accord. Gardez la parole, madame, monsieur. On va poursuivre l'émission avec vous. Et comme nous l'impose d'ailleurs le conducteur, une petite pause s'impose. On vous retrouve. Allez, rebonjour à vous, madame, monsieur, merci de nous retrouver pour la deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith. Et c'est un plaisir en même temps de partager cette tranche d'antenne qui est devenue aussi importante pour chacun d'entre vous. Eh bien, on l'a très bien dit. Ce matin, on choisit, oui, comme chaque matin, de s'arrêter sur le Cameroun, ses réalités en vue à la fois d'éduquer. À la fois d'informer, j'arrive enfin. Et c'est ce que nous tentons tant bien que mal de faire. Peut-être pas mal aussi, mais quelquefois. On s'harmonise, on s'accorde, on fabrique et on grandit ensemble. Je voudrais ici, madame, messieurs, transmettre officiellement nos soutiens à tous ces Camerounais qui, un jour, se sont vus abusés dans un quelconque commissariat ou dans une brigade. Je me souviens encore de cette période où, au niveau du commissariat du 2e, à Yaoundé précisément, on avait là-bas, permettez-moi de citer le nom, le commissaire Haïssi, le tout-puissant, dont on sait en même temps ce qui s'est passé avec plein de Camerounais dans ce commissariat. Après lui, on a vu la succession des commissaires de police. Comment se comporte-t-il? Je voudrais, Charles, mais puisque je vais demander de garder la parole, on va prendre certainement cette chute-là, mais je voudrais avant toute chose, M. Mbachou, insister sur un fait. Les familles camerounaises ne savent pas lire pour beaucoup. Vous êtes porté, on porte plainte, vous arrivez dans un commissariat, et très souvent, c'est celui qui en fait porte plainte qui automatiquement d'office a raison dans un commissariat au Cameroun. Même quand il a tort, on ne prend pas la peine de mener une réelle enquête pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de la situation.
Mais la chose grave, c'est que celui qui très souvent est à la rédaction du procès verbal, le commissaire ou je ne sais pas trop le gendarme qui le fait, l'officier de police, lui, il rédige autre chose qu'à ce que vous lui dites. Parce qu'il a déjà perçu quelque chose, monsieur Charles Batou. Peut-être avant que ça, je voulais ajouter à votre suite que la méchanceté que le français a vu entre nous, c'est ça qui a fait qu'on aboutisse à ce que la loi ne permet pas, c'est-à-dire la présomption de culpabilité. Oui. C'est-à-dire, on savait que pour régler les problèmes de Ngachou, il faut appeler Mbombombenga. Ils ont des bébés. Au lieu de lire la loi, moi je vais plutôt intégrer le fait que son père avait chassé mon père de l'autre. Donc, comme c'est le fils d'Ngachou, bon voilà un peu. On voit la famille Numbala. Donc, ils ont donc profité de cela, venant de l'Algérie, qui les a terrorisés après avoir perdu en Indochine. Ils nous ont donc flanqué cela comme répression et corruption. Et notre méchanceté habituelle a donc fait le lit. Alors, avant que Charles Ahmed prenne la parole, puisque vous l'avez pris, mon Mengan, est-ce qu'on va dire aux familles désormais, à chaque Camerounais, que s'il y a une éventuelle plainte contre vous dans un commissariat, dans une brigade, faites tout pour avoir avec vous un avocat? C'est très important. Tout à fait. De leur dire que vous ne parlez pas s'il n'y a pas d'avocat. Quitte à ce qu'on vous mette en cellule ou qu'on fasse ce qu'on fait de vous. Vous devez avoir un avocat. Oui. Et surtout, faites intervenir votre famille. Parce que les pratiques déviantes sont devenues monnaie courante au point où vous ne pouvez pas imaginer. Et vous êtes dans des localités où il n'y a pas de téléphone portable ou bien parce que Eneo a décidé de couper l'énergie d'été depuis 3 semaines, vous ne pouvez pas charger le téléphone même s'il y en a. Vous êtes là. Mais restez focus à cela. C'est comme ça qu'on arrivera à... Un avocat, très souvent, on se demande, on n'a pas assez d'argent pour payer les honoraires d'avocat. C'est assez compliqué, Charles Batou. Mais fondamentalement, au-delà de lire le procès verbal, qui très souvent, on achemine auprès du procureur, que doit faire le citoyen aujourd'hui pour imposer le respect de la loi 122 du Code de procédure pénale au Cameroun? Monsieur Michel Ngachou, comment comprendre que 14 ans après la mise en disposition du Code pénal, le Code de procédure pénale, on continue à donner la convocation à l'individu pour aller remettre à la victime? Vous allez porter plainte à Charles Armel, vous entrez dans le commissariat, on vous fait la convocation, vous allez lui donner. Vous entendez au quartier, je vais te couper la convocation. Et c'est lui qui vient vous remettre. Expliquez-moi. Ce procédé a perduré pendant longtemps où on remettait à quelqu'un, il va lui donner, il traverse la route, il déchire. Il revient, il n'a pas pris. Il a refusé. À la 3e, vous êtes surpris que vous êtes chez vous, on débarque, on vient vous interpeller disant que vous avez manqué de respect à l'autorité, alors que M. Michel Ngachou, l'individu qui vous a porté plainte, déchirer systématiquement vos plaintes. Or, il n'est pas du ressort de l'officier, de l'enquêteur, de remettre la plainte. C'est à lui de venir chez vous contre des charges, toquer à votre porte. Monsieur tel, oui, vous êtes convoqué par tel, tenez, des charges que vous avez reçues. Vous ne désirez pas recevoir, lui faisant foi en tenue, il pousse, il s'en va, monsieur Michel Ngachou. Voilà la première distinction que nous avons. Oui, Charles Ahmed, et même ils peuvent commettre un huissier de justice. Oui, parce qu'ils sont des officiers de police judiciaire. Ils ne peuvent pas. Il y a des émoluments que les huissiers perçoivent. Voilà, pour venir vous remettre. Donc, ne prenez déjà pas là. Ne prenez plus. Et si les gars débarquent, ils sont en infraction. C'est important de le savoir. Maintenant, il y a des cas où on peut dire c'est un braqueur, on est sur une enquête, on vous a indexé, on n'a plus besoin de vous convoquer, on débarque chez vous. Jusque dans les années 90, M. Michel Ngachou, tout ce qui concernait les problèmes dans les quartiers, nous avons à cette époque, vraiment à l'époque comment on va appeler, son nom m'échappe, M. de Djedjang, je pense que c'est Djedjang, leur époque, M. Michel Ngachou, où le juge demandait, mais vous avez des problèmes, vous venez me voir, qu'a dit le chef de quartier? Convoquez-moi le chef de quartier. Parfois, vous avez des problèmes entre voisins, vous vous retrouvez là-bas, on demande le procès verbal du chef de quartier. Du chef, on dit la petite notabilité du quartier, apportez-nous.
Parce que vous arrivez ici, que ça a commencé au quartier, il y a des voisins, ceci, les premiers témoins, qu'est-ce qu'on a dit? Monsieur Michel Gachou, vous avez vu des chefs de quartier se déplacer, venir et dire que l'enfant que vous avez arrêté, si cet enfant est tellement serviable au quartier, c'est un enfant ci, c'est un enfant ça, je ne le reconnais pas dans cette affaire. Oui, l'enfant peut être changeant, mais jusqu'à ce jour, à nos yeux, il bénéficie de... Le juge fondait son appréciation et sa condamnation. Vous voulez nous dire, justement, sur la petite virgule, que aujourd'hui, on a des juges qui préfèrent recevoir autant de dossiers, même s'ils n'y comprennent rien, parce qu'il pourrait y avoir un problème de formation, justement, à la base. Bon, monsieur Michel, ça c'est le... Voilà la première. Non, je te dis que si l'ENAM est supposé former les juges, les magistrats, qui ne devraient peut-être pas prendre sur eux d'interpeller les chefs de quartier, comme on le dit très bien, ça suppose qu'il y a un problème de formation à la base. C'est normal, les chefs de quartier, ils sont là pour ça, il y a un tribunal. Il y a un tribunal, donc on va. Parfois vous allez même à la brigade vous renvoie au quartier. Voilà. Vous revenez avec le on dit que si monsieur vous a condamné au niveau du quartier, ça veut dire que vous êtes un élément. Et là, maintenant, vous enquêtez, la procédure évolue. Vous arrivez, j'étais au tribunal il n'y a pas longtemps, où lorsqu'on a lu, monsieur Michel Gachou, on a lu le chef d'accusation, le gars s'est évanoui, ensemble. Pourquoi? On le réanime, le gars dit que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Lui, il ne connaît pas ce qu'il est là. L'officier a écrit toute autre chose. Et lorsque les gars font les rapports définitifs qu'ils vont transmettre au parquet, vous ne lisez plus. Pas du tout. Vous n'avez plus accès à ce... Quand il a fini tous les procès verbaux pour transmission à son patron, vous n'avez plus accès. Il peut mettre les virgules, les points, assassinat, meurtre, insulte, méprise. Il peut écrire ce qu'il veut. Vous n'avez plus jamais accès. C'est lorsque vous arrivez au parquet qu'on vous dit, ah monsieur, mais le procureur, vous ne comprenez rien. Le procureur lit, il dit, oh, non, vous êtes quelqu'un, pardon, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on a dit à l'intérieur? Vous avez des gens qui arrivent, on ne donne pas la possibilité de relire. De relire, oui, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit. Parfois, vous dites une chose, vous dites une chose, on écrit le contraire. C'est incroyable, monsieur Mbachou. On écrit le contraire. Ça. Ça, c'est important de dire aujourd'hui, monsieur Michel, il y a encore des policiers, il y a encore des hommes en tenue réglo. Je leur tire un coup de chapeau, je respecte leur profession, mais vivement, monsieur Michel Gachou, qu'on applique. Je vous parlais de ces policiers qui ont dit que c'est impossible, c'est ces gens qui m'ont dit, les journalistes qui m'ont dit qu'on ne peut pas. Si on ne te violente pas, je dis, mais vous apprenez dans toutes ces techniques de pression là où il s'est mis à rire, il dit que mon frère, nous on sort d'où? Tu penses que nous on sort d'où? Les techniques de pieds croisés, jambes. Donc il faudrait, l'approche aujourd'hui que devrait avoir le délégué général de la Sûreté nationale, comment obtenir des informations sans la violence. C'est la nouvelle approche. Mener les interrogatoires sans violence, sans approche. Comment faire en Europe? Non, c'est encore plus compliqué. Les gens sur le terrain. Monsieur Mbachou, on a besoin de psychologue. trompez-vous, c'est même quasi impossible au Cameroun. Ça veut dire que c'est pas quasi impossible. On l'avait expérimenté cette méthode. Il y a quand on avait mis la police des polices. Ce qui s'est passé, au commissariat central il y a quelques jours là. Le 18e. Le 18e Voilà. À Yaoundé. Ce qui s'est passé justement, je l'ai dit ici. Mais le délégué général de la Sûreté nationale sait que ça se passe comme ça dans ces commissariats. Mais ça peut changer, c'est ce qu'on est en train de dire. Le CED c'est que dans les brigades, et je parle même du CED justement au niveau de Yaoundé, on sait comment on torture des gens là-bas. Oui, mais puisque c'est mauvais, ils peuvent changer. Il y a la police des polices, on réactive la mission de la police des polices. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que la police enquête sur la police sans savoir même qu'il y a un train d'enquêter sur vous. Bon, ben, le niveau de corruption, le niveau de... Oui, de c'est pas Josué. Vous croyez que c'est possible aujourd'hui? C'est possible. C'est pessimiste. C'est le juge, les avocats et tout qui vont pouvoir établir la culpabilité. Arrivant enfin, il a dit ceci, il a dit cela au cours de la confrontation. Voici ce qui est ressorti. Vous faites votre conclusion. Est-ce que vous avez besoin de violenter? Et ces gars m'ont dit à la fin, monsieur Michel Gachou, que c'est parce qu'on ne vous a pas volé. On ne vous a pas encore fait un truc. Le jour que vous allez subir, que comme gars venu vous voler, c'est vous qui allez venir payer contre le torture. Je dis non, pas arrivé. Donc, non, ça dénote l'État. Ça veut dire que les gars dans la tête se disent que si on ne passe pas par ces méthodes, peut-être parce qu'on les a enseignées, on peut changer le paradigme. Ça veut dire qu'il semblerait justement que dans le corps de la justice, dans sa globalité, il y a des départements qui sont très malades, notamment les départements
nos commissariats. La société en général, j'ai dit oui. Parce que, oui, ça veut dire qu'il y a des départements malades. Comment un Camerounais peut vous dire que c'est vous qui venez payer pour qu'on torture un individu parce que vous aurez volé? Je prends deux cas. Le premier cas, les marches du 26 janvier, les marches du 22. Vous avez vu la répression. Prenez les marches de l'autre jour à Kribi. La semaine dernière. La semaine dernière à Kribi. Vous pouvez imaginer qu'on pouvait faire un cordon de sécurité. Vous imaginez qu'on pouvait avoir dans le banc de Kim, avoir tout un officier de gendarmerie venir supplier le président. Ça veut dire que c'est à dessein. Non, je vais vous comprendre. Pour amener les gens à passer aux actes. Très bien. Des messages quand même de notre téléspectateur Isabelle Carrozupet. Vraiment, respect, vous êtes très nombreux à réagir, très nombreux en même temps sur la page Equinox Télévision. Et pour ceux qui nous regardent en live là-bas, soyez les bienvenus. Ben finalement, comment ça se passe dans vos commissariats? Quels sont vos témoignages des commissariats que vous connaissez et des brigades au Cameroun dans la globalité? Faites-nous justement l'essentiel, dites-nous ce que vous avez déjà vécu, parce que c'est important qu'on vous lise et qu'on sache exactement comment est-ce que nos aînés commissaires de police, très souvent, commandants de brigades se prennent d'ailleurs des petits dieux, va-t-on dire. Isabelle Carole. Non-respect du code de procédure pénale, Fridolin qui en a été victime et souffre en ce moment. Le message n'est pas signé. Les avocats sont des gens incompréhensifs pour la plupart et souvent ils vous aident d'abord avant de vous parler des honoraires. Je l'ai connu étant à 2 doigts de la prison, c'est juste par ignorance que beaucoup vont derrière les barreaux. Vraiment, ce pays, c'est la merde pour moi. Tout Camerounais devrait connaître ses droits pour ne pas se faire entendre dans un commissariat sans la présence d'un avocat. Trésor depuis Bonaloka. Concernant la colère, j'aimerais vous demander de faire un tour au commissariat de Bastos d'Etoudji, du 18 pire de Messassi et Obala. La tortue y est de prime abord. Même leurs cellules sont des tortues ambulantes. C'est à Etoudji que notre collègue Rodrigue Ngassi a été bastonné, souvenez-vous, alors qu'il faisait son travail de journaliste lors d'une marche à Yaoundé. C'est bien sûr à Etoudji. Voilà. C'est notre collègue, M. Mune Carlos. Il n'est pas votre collègue à vous? Voilà. Autre réaction, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Malheur à la ville rebelle et souillée. Je pense pour l'histoire que cet homme n'a plus sa place auprès de cette femme. Autre réaction. Bonjour le plateau, vraiment en ce qui concerne ce monsieur de 37 ans qui a trompé sa femme à son absence pour la petite voisine de 17, il doit assumer son infidélité et ce qu'il doit comprendre, c'est que si c'est moi, cette fille, je vais même dire aux gens qu'il m'a seulement violée. Et si bête qu'il était, la petite a pris tout son temps d'enregistrer et son gémissement et les paroles d'amour pour plater cette gamine. Je vais vous dire que le fait déjà de coucher cette dernière sur le lit conjugal, il a tout gâté. Signé Stéphane Chabot depuis Makelene. Et sachez que sur votre lit conjugal, on peut vous laisser quelque chose qui ne va plus jamais amener la paix dans votre famille. Le lit conjugal que vous voyez là, blaguez. Même les sœurs, les cousines n'ont pas accès à ce temple-là. On ne laisse pas entrer n'importe qui dans ce temple-là. Quelqu'un peut venir vous laisser quelque chose là. Vous vous massacrez seulement sur le lit une nuit. Mais qu'est-ce qu'on fait nous qui vivons dans les studios? Qui laissent les femmes de ménage vider bien le lit. Mais ils dorment sur le canapé, non? Ils ne dorment pas sur le canapé. Il y a des étrangers qui débarquent chez vous et on vous dit, bon d'accord, on partage le lit. On fait comment? Non, monsieur Michel Mathieu, pas le lit conjugal. Quand c'est déjà acté en lit conjugal, vous allez créer des brouilles ce matin. Je dis interdiction formelle, monsieur Michel Gachou. C'est là où vous avez vos rêves, c'est là où vous avez vos projections. Il ne vous est pas arrivé un jour de prendre. Faites l'exemple. Après 1 an que vous avez passé sur un oreiller, prenez votre oreiller, vous allez vous rendre compte qu'il y a des cheveux qui sont à l'intérieur, qui sont rentrés, qui ont poussé à l'intérieur. Vous trouverez plein. Posez-vous la question de savoir comment ces cheveux font pour pénétrer à travers vos oreillers. Les messages. Faites cette expérience. Les messages d'Isabelle Carole. Et la Chalamé risque de créer des troubles dans les familles ce matin. Non, c'est plutôt un rôle d'éducation. Voilà. Parce qu'on vous dit que l'Africain est science. Voilà. Vous pensez qu'on peut faire la prestidigitation. On apprend tous les jours. On est science parce que tout ce qu'on fait, on regarde. Merci beaucoup. Isabelle, bonjour à vous, le Zénith. J'ai été torturée dans un commissariat, même après avoir avoué la vérité, après qu'on m'ait posé les questions. C'était quoi cette vérité? Je vais rien dire. Donc ça veut dire que quelque part ça a payé. C'est faux, hein?
que vous dites que oui, j'ai volé, on dit que ah, tu as volé. Ok, tu vas lire, on te fouette encore. Bonjour le plateau, cet homme est cruel vis-à-vis de sa femme. Dieu merci que celle semble le pardonner comme solution. Il doit faire tout moyen possible de déménager avec sa femme et aller plus loin possible, échanger leur numéro et celui de sa femme. Lucas qui est infact depuis Chang. Est-ce que changer le numéro de téléphone va apporter une solution? Ma mamie, à ce gars a fait fort. Je pouvais lui demander de quitter ce secteur, mais avant tout, il faut vérifier s'il n'est pas sous l'emprise d'un esprit maléfique. Christophe de Bilongue. Esprit maléfique. C'est l'occasion de dire à tous ceux qui sont, tous les gens que vous draguez, vous échangez, il y a des gens qui vous enregistrent, hein, des petites. Ouais. Qui vous enregistre. Elle te fait le voice. Elle dit ouais, vraiment mon truc elle est truc. Toi aussi fais-moi le voice. Tu prends aussi naïf, tu appuies. Ah ouais. Un matin tu te retrouves. Allons plus loin. Il y en a qui prennent sur Messenger. Il y en a qui prennent sur Messenger. Vous commencez à discuter sur Messenger. On vous entraîne très bien. Si vous oubliez, un jour vous savez que Messenger, parce que moi c'est pas comme WhatsApp. On ne perd pas Messenger. Voilà, on fera des captures après, on dira voilà comment ça a commencé, voilà ce qu'il disait au départ. Et au fil et à mesure, on vous taxera justement soit de pervers, soit de. Ne soyez donc pas pervers dans vos Oui, non, attention. Lorsqu'une fille vous dit même bonjour inbox dans votre messenger, dites bonjour. Si vous voulez qu'on discute fièrement, dites-moi le WhatsApp. Et c'est WhatsApp qui est en sécurité. Qui va gérer ça? C'est pour rire. Non, c'est que. C'est pas pour rire, c'est pour Je vous en prie. Vous êtes en train de dire comment mieux gérer. Évitez d'avoir les ennuis, les gars, franchement, parce que mon téléphone est là. En tout cas, dans un instant, sera Consti Lamine. Il a 17 produits à nous présenter. Partant bien sûr les tapis jusqu'au niveau du robot. Et Consti Lamine nous retrouve avec 1001 tapis à l'instant. Consti, Motote, bonjour mon frère. Bonjour Michel Gatio, Motote Singalema Tata. Vente sur les antennes Equinox Télévision avec Consti Lamine qui sait d'ailleurs, hein, il maîtrise son truc en même temps et il le fait très bien. Merci beaucoup Consti. Avec 1001 tapis, on vous retrouvera dans une poussière de minutes avec les tapis de bras de cette fois-ci. Et on verra un peu plus ce que vous nous présenterez au-delà des tapis de braise. Madame, Messieurs, que s'est-il réellement passé sur les réseaux sociaux ces 24 heures? La toile est en ébullition. Bien qu'il y a 48 heures, on était un peu perturbé avec Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres médias sociaux. Ce qui a été intéressant, c'est que hier, les Camerounais ont repris d'assaut. On voudrait humblement saluer un de nos collègues qui hier nous a fait plaisir. On en parlera dans un instant. C'est vrai. Rentrons d'abord dans la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carrozopet, qu'est-ce que vous nous servez, s'il vous plaît? Ce que je vous sers, c'est ce que eux ils nous ont servi et qui n'ont pas hésité à être bouffés par les internautes. Cette note spéciale donc de Ferdinand Ngongo, voilà, ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui donne dans la nouvelle donc du budget alloué ou encore décaissé pour cette canne qui est de plus de 13 milliards de francs CFA, répartition donc du budget par activité, comme on peut bel et bien pouvoir le lire ou encore regarder dans le budget. Donc de 13 milliards étant arrêtés pour l'organisation matérielle de la compétition. Et oui, justement, voilà, donc ce que je disais, c'était réparti dans ce tableau en fonction donc des différentes activités. Donc c'est à travers cette correspondance donc portant la mention très urgent qu'on a pu donc déceler ou encore comprendre que c'était donc évalué à ces 13 milliards de francs CFA. Il faut donc dire que c'est pas seulement le département ou encore le ministère des Sports qui devrait seulement gérer cela. Il y a 14 ministères qui sont donc impliqués dans ce budget pour pouvoir gérer cela et mener à bien cette canne qui arrive à grands pas, parce que janvier, dites-vous bien, n'est plus loin. La préoccupation, encore les préoccupations des différents internautes. Est-ce qu'on aura une traçabilité de ces fonds? Est-ce que ce sera géré à bon escient? Est-ce qu'on sera prêt le jour dit? La peur inquiète encore ou encore anime encore plus d'un quand on sait que les chantiers pour la plupart n'ont pas totalement été livrés. Pour les voies d'accès concernant les stades, ça reste encore à revoir. Quand on observe une ville comme celle de Douala ou encore Bafoussam ou encore Garoua, ou qui va abriter les différentes poules, ben, il y a pas mal de questions à se poser, à regarder le montant ou encore le budget alloué pour cela. Est-ce qu'on va pouvoir faire cela comme il se doit? Alors, peut-être les 13 milliards de francs CFA qui seront décaissés pour l'organisation de la CAN.
diligenté dans les différents ministères. Oui. C'est bien sûr pour l'organisation de la CAN. Parce qu'également, on sait que la CAF a son mot à dire sur un certain nombre de choses concernant l'organisation de cette compétition interafricaine. Mais on va le dire, c'est le COCAN, hein, c'est Narcisse Molekombi également qui nous l'a fait savoir et qui a donné des petits propos hier. Mais quand même 13 milliards, j'avoue, au Cameroun, est-ce que l'affaire des 180 milliards dont on n'a toujours pas de solution en date, dont le gouvernement camerounais a choisi délibérément de ne dire à aucun Camerounais qui aurait croqué les 180 milliards en bon Bengan, on est quand même à 13 milliards pour l'organisation de la CAN. Ils sont devenus très gentils, hein, on va dire. Non, ici, à moins de connaître les lignes de crédit ressorties ou allouées aux dépenses, on ne peut pas de prime abord critiquer. On peut avoir des soupçons de volonté de détournement parce que l'environnement prête au détournement, prête à sa main. Quand vous lisez la répartition qui est faite, en réalité, ça n'a rien. C'est-à-dire qu'on pouvait même avoir tous les stades, mais il devrait avoir de l'argent pour le déploiement de tous ces ministères-là. Ouais. Pourquoi je parle sur les lignes? Si les lignes sont définies au préalable, on peut savoir par exemple, est-ce que le ministère du Tourisme et des Loisirs a un engagement particulier sur la base duquel on va apprécier si ce département ministériel-là a fait le travail. Le ministère des Arts et de la Culture, on lui donne cet argent pour faire quoi? Là, ces lignes, il faudrait une clarification, en fait, comment je vais dire ça, une communication pour qu'on nous dise pourquoi on a alloué ci, à là et là et là. Mais je veux quand même comprendre. Ce que vous appelez souvent feuille de route. Pardon. Pendant un mois, ce sera la grande fête du football africain en terre camerounaise. Oui. On a 13 milliards que l'État a déployés pour l'organisation de la CAN au Cameroun. C'est quand même un mois. Non, c'est pas pour l'organisation. En fait, c'est... Pour le côté matériel. Non, c'est pour le déploiement des équipes qui Alors, sont c'est là. le déploiement des équipes, en fait. Oui, Ouais. le déploiement de ces équipes. On vous dit, la communication aura ceci. Oui. Bon, maintenant, dans communication, puisque Commission médicale, voilà, commission sécurité. médicale, commission... Donc, en fait, on voudrait savoir, comme la FIFA fait souvent, on dit par exemple, chaque équipe qui est engagée en compétition CAF ou FIFA doit avoir 23 joueurs. On vous dit, dans les 23 joueurs, il doit avoir 3 gardiens de but. Il doit avoir un médecin spécialiste du sport, il doit avoir un kiné, il doit avoir tête, et que le responsable du matériel de l'équipe nationale doit faire partie d'eux. Bon, quand on vous donne donc, et après on vous dit, nous avons une nomenclature de 30 personnes, 30, 40 personnes. Donc, il y a ces gens qui sont pris en charge, même si vous êtes pays organisateur, vous faites une délégation de 30, 40, selon que la FIFA a dit, avec des, j'allais dire, des postes bien définis. Donc, même vous, le pays organisateur, vous êtes pris en charge par la CAF et la FIFA. Très bien. Donc, là, maintenant, ici, chez nous, voilà comment on jongle. On voudrait qu'il y ait un gars de la DGRE. Apparemment, c'est normal. Il faut qu'il y ait quelqu'un des renseignements généraux de la police, de la gendarmerie. Dans notre contexte, apparemment, c'est bon. Mais ces gars-là, ils seront pris en charge par la FIFA et la CAF, mais ils sont aussi mis en mission. Très bien. Voilà, alors à ce moment, dans d'autres pays, quand on vous a mis là, vous n'êtes plus mis en mission. Vous n'êtes plus mis en mission puisque votre prise en charge est connue. C'est pour ça que ces pays exigent. Mais il arrive souvent que même le regard de la FIFA et de la CAF pour dire payer les primes des joueurs. Dans nos pays, on arrive toujours à ne pas payer. D'accord. On arrive toujours. Donc, nous sommes dans un pays qui n'a pas, j'allais dire, des règles logiques, normales de suivi de ces choses-là. C'est pour ça que les 13 milliards font problème. C'est comme si c'est des biscuits que le président de la République a donné à ses amis. Même si le document court en ce moment sur la toile, et d'ailleurs parlant du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui d'ailleurs en objet justement le budget de la CAN, CAN Total Énergie Cameroun 2021. On va quand même dire que les ministères concernés sont le ministère des Finances, Transport, Communication,
enseignement supérieur, délégation générale à la Sûreté nationale, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, on a la présidence de la République, on a le MINREX, le MINTOUL, le MINSanté, le MINGEC, le MINAP, le MINPOSTEL, et le MINAT et le MINDEF. Voilà. Il y en a le village de la... Charles Lamel, vous revenez encore des affaires du village ici. La Covid-19 est passée, je vous en prie. On a eu le village. La jeunesse nous a habitués au village. Village de la jeunesse. Le village de la Allez, on se gratte un peu la tête quand même. Merci. Autre sujet, Isabelle Carozupet. Autre sujet, ça il faut le dire, on a tous ensemble regardé ces vidéos qui ont circulé sur la toile à propos bien évidemment de cette visite sous tension du Premier ministre Joseph John Gouté. Les vidéos ont été donc diffusées sur les réseaux sociaux et rapidement devenues virales. On le voit bien évidemment avec sa garde qui prennent toutes les mesures pour pouvoir le mettre à l'abri. En fait, il faut dire que de ce côté, on a eu donc des tirs malheureusement durant donc son séjour de ce côté pour venir apporter le discours qui se doit ou encore pour poursuivre sa mission d'évaluation sur le terrain des résolutions prises durant le grand dialogue national initié il y a près de 2 ans par le président de la République pour tenter donc de résoudre cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le périple n'aura donc pas été de tout repos pour le PM parce qu'à entendre ces tirs, bien que ayant été rassuré par sa garde, parce que lorsqu'on écoute la vidéo, on dit ne vous inquiétez pas, les tirs viennent de loin dans les collines. Mais il faut noter que le mal ou encore la peur qui habite les uns et les autres ou en client qui les anime, rien qu'à les voir, on comprend tout de suite le climat qui règne de ce côté. Et il faut noter que c'est aussi pas évident pour nos reporters. On les a vus dans les différents journaux télévisés. Vraiment des tensions qui règnent encore. J'aurais bien voulu qu'on regarde ces images-là. Oui. Comment est-ce qu'on encadrait le Premier ministre chef du gouvernement lorsque Oui. Il n'a même pas C'était pas évident. Non, mais forcément, c'est à l'intérieur. on commence à l'intérieur. Il fallait qu'il là où il est. Il est supposé avoir, je n'ai pas vendu. Voilà. Il n'en a pas ici. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres images où il est en train de faire un discours véritablement. Oui, c'est là où il a été perturbé justement. Voilà, on est dans ces images au moins. Non. Voilà. Alors malheureusement, mais dire que on a vu ces images où le Premier ministre chef du gouvernement est en train de faire son discours, Charles Lamel Bachou, et on entend les crépitements de balles. On ne sait où. Donc quand on fait savoir qu'enfin le Premier ministre est allé goûter un peu de ce qui se passe là-bas, parce que très souvent le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, pour ses propos, a fait savoir justement qu'il n'en était rien dans cette partie du Cameroun. C'est pas la PlayStation, enfin. On a compris ce qui se passe là-bas, M. Mbachou. Alors je vais convoquer ici plusieurs personnes. Je vais commencer par Mboutouzé, je vais un communicant du RDPC, je vais inviter Anissé Kané, je vais inviter le ministre des Relations extérieures qui est à la tribune des Nations Unies a fait une sortie du mois. Je pense que les gens de l'ONU vont voir ça. Oui, il faudrait qu'ils le voient. Ils vont voir, non, c'est déjà, c'est suffisant. Et même s'ils voient, ils vont vous dire quoi? Ils vont s'en tenir à la sortie du minerai. C'est contradictoire avec ce qui a été dit. C'est un paradoxe, ce pays. Les choses ne vont pas bien. Les choses ne vont pas bien. Pourquoi est-ce qu'il faut dire que tout va pour le mieux? La situation a été rétablie. On a nos forces de défense qui sont tombées. On a vu la vidéo de ce prêtre. Vous avez vu des hommes en tenue qui pleurent. On a des réalités. Même si quelqu'un a dit que dans toutes les guerres, on perd dans les deux camps. Ce n'est pas un souhait pour les Camerounais de voir des gens mourir. Le Cameroun est assez 475 000 mètres carrés, kilomètres carrés, M. Michel Gachou, on n'a encore rien occupé. On commence à perdre les gens comme ça. On n'a rien occupé. On n'a encore rien fait. On commence à perdre les gens comme ça. Non, je pense que le Premier ministre quand même qui décide ou à qu'on envoie aller faire l'évaluation, c'était une provocation. On peut évaluer quoi? Il a 4 jours à faire là-bas. Monsieur Michel Gachou, on peut évaluer quoi? Le niveau d'avancement des négociations. Par rapport aux résolutions. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? On a fait quoi? On a implémenté quoi? Il était en mission. Les chefs sont rentrés. Il était en mission de paix. Les chefs sont rentrés. Vous avez vu les chefs l'accueillir. Peut-être les chefs dans cette délégation. Oui. On dit que demain c'est dans ton village. Avance-toi. Avance-toi. Les gars courent, ils vont l'attendre. Mais monsieur Michel Gachou, je pense que là, c'est de montrer qu'on est en train de s'amuser un peu. On est en train de s'amuser. Sur le plan formel, oui, on a pris des grandes résolutions
on a implémenté, on a pris le public conciliateur, on a pris véritablement les décisions, mais ces décisions pour qui? Pour où? Je voudrais quand même qu'on s'accorde, Chalamel. Le Premier ministre est supposé y faire 4 jours. Continuera-t-il? Il va continuer, M. Michel Gachou. Il ne va pas arrêter, il va continuer. Il va continuer. Il n'a pas été seul. On a vu le ministre de la Défense qui est descendu pour le réarmement moral des troupes sur le terrain. Il est descendu, on l'a vu marcher. Nous tirons un coup de chapeau à toutes ces différentes actions pour les troupes qui sont sur le terrain. Mais le fond, est-ce que cela va changer? Ça va changer quoi? Nous avons eu plusieurs descentes dans cette affaire. On a eu la commission Peter Mafani Moussongé qui est descendue. Lui-même, ce n'est pas la première fois. Ou c'est pas la première fois. On a eu toutes. Comment attendre tout ce temps quand il y a un regain de tension pour descendre et dire aux gens, on va dire quoi? Quel est le langage? Moi, on dit souvent ici, comment dire la messe à quelqu'un qui a faim? Très bien. On va également dire comment dire la messe à quelqu'un qui a faim, Dominique Audrey. Toutes les images que nous captons chaque jour, on ne saurait les présenter à la télévision pour des questions de déontologie en même temps, et c'est important de le rappeler. Mais ce qu'on entend très souvent derrière, filmer, parler, dire ce qu'ils veulent dire, vous croyez qu'on est encore là dans une position de négociation véritable? C'est possible encore de négocier? Bien Votre sûr, avis? si ce n'est pas possible de négocier, c'est que tout ce qu'on dit tous les jours n'a pas de sens. C'est que l'espoir comporte tous les jours que les choses s'arrangent, parce que les choses vont s'arranger. Mais quand est-ce qu'elles vont s'arranger? Jusqu'à quand les gens vont tomber? Ou bien combien de personnes doivent encore mourir pour que les choses s'arrangent? Les choses devront à un moment ou à un autre s'arranger. Mais il ne faudrait pas qu'on soit déjà tous morts. Sinon, comment est-ce que ça n'aura pas de sens, le combat? Quand j'ai fini de dire ça, j'ai envie d'exprimer ma fierté ou bien mon respect à Jonathan Babila qui a fait un reportage derrière un camion pour les personnes qui ont regardé le journal hier. C'est un peu hilarant de le voir dans cette position, mais il l'a fait. Et il a fait. Je voudrais, avec la complicité de la réalisation, si on peut revoir ces images, c'est très important, oui, pour que ceux qui n'ont pas compris en fait ce qui s'est passé sachent exactement que voilà ce dont on est en train de parler sur le plateau. Si le ministre a eu un moment de choc, ouais, si le ministre a été choqué, il a eu comme un électrochoc d'entendre ces balles et d'entendre les gens parler autour de lui. Non, attendez, avancez, reculez et tout. Qui sache que c'est ça le climat qui règne dans cette localité et que les pauvres citoyens qui vivent encore là-bas n'ont pas de personnes qui servent de boucliers humains pour les protéger eux. C'est pour ça qu'il y a des balles perdues. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des Camerounais qui meurent tous les jours et c'est pour ça qu'on dit arranger la situation. Bon, on dit tous les jours. Mais celui-là même empêche le Premier ministre de respirer à la fin. Mais c'est le protocole du Chalamel. Attraper les mêmes, je marchais pied sur pied. Oui. Non, finalement, on devait faire plutôt une ceinture, un cordon de sécurité. Les balles peuvent traverser. On se demande, bon, Bengan, comment le Premier ministre, à un endroit précis où il est supposé s'arrêter et dire un discours, que ce soit cet endroit véritablement qui est crépitement de balles, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu également, humblement, une petite, peut-être une légère négligence? Il faut quand même ceinturer le périmètre sur au moins 6 km. Oui, il faut, mais est-ce qu'on a les moyens de ceinturer comme ça alors? Non, j'avais dire, la crise, l'incident a eu lieu à Matazem pour dire que c'est une ville frontalière entre l'ouest et le sud et le nord-ouest. Donc, les Zambas ont dit, maintenant vous êtes à un autre territoire. Vous qui arrivez, soyez le bienvenu. C'est ça qu'ils voulaient dire. Que vous êtes là maintenant en zone anglophone. À cet allure-là, est-ce que son discours peut être entendu? Ses propos de paix? Non. Puisque les porteurs justement des messages de paix du chef de l'État. Tout le monde sait. Le président de la République l'avait dit lui-même à la clôture du grand dialogue. Il a dit, oui, les mesures sont bonnes. Moi-même, je vais les appliquer au gré de l'argent, des potentialités, des possibilités que j'aurai. Donc, il y a eu un fourre-tout pendant le grand dialogue. Il y a eu un fourre-tout. Il y a une question anglophone dans le problème Cameroun. Au lieu de le résoudre pour voir solder l'héritage colonial, non, on veut mettre ça dans le problème de développement dans le Grand BAM, dans le Grand Nord. Non, c'est pas possible. Il y a les problèmes de développement, les problèmes sociaux partout. C'est pas ces mêmes problèmes qui se posent là-bas. Les gars veulent leur autonomie. Allons dire que bon, aujourd'hui, autonomie là, il ne faut pas que vous revendiquiez le fait d'avoir un pays ou la sécession. Nous ne voulons pas la sécession. Mais on peut vous donner ça. Voilà. Mais bon, fédéralisme, d'accord.
Mais le gouvernement de Yaoundé ne veut même pas parler de fédéralisme. C'est ça qui bloque. Et après, on vous dit non, non. Maintenant, comment négocier le cessez-le-feu? Il a des gars, des gens que le président de la République peut envoyer en mission de bon office. Il y a la DGRE, pourvu qu'ils leur disent que bon, gars, ils sont comme ça. Vous croyez que à ce moment, on pourra isoler les bandes de bandits qui peuvent être différents. Sûrement qu'il y a des bandes de bandits qui se sont formés et qui causent de la désolation ici et là. Là, les vrais gens, on verra qui manipule qui j'allais dire, qui contrôle quelle portion du territoire, qui contrôle telle autre portion du territoire. Là, on aura un cessez-le-feu qui permettra de détecter. Mais si on ne fait pas ça, on ne veut pas discuter du fédéralisme. J'ai peur que le discours du Premier ministre ne soit pas entendu. Merci infiniment, Bobo Mbengan Kandji. Et les Camerounais sont très nombreux qui ont laissé d'ailleurs entendre aussi que ce qui s'est passé hier avec le Premier ministre n'était qu'un montage. En même temps, chacun y va de son commentaire, chacun y laisse justement son analyse à lui. Mais on espère en même temps qu'il ressortira de là sain et sauf, et que le message que tu allais transmettre va passer. C'est le souhait de tout un chacun. C'est compliqué que ce message. On espère, on espère. Ça, il faut le dire. On a lui, il a ce cordon de sécurité. Les populations, est-ce qu'elles bénéficient de cela également? Non. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Carozopet pour ce travail fait pour nous ce matin. Tout de suite, mesdames, messieurs, tapis de braise sur Equinox Télévision. On se l'a mis qu'on a atteint les limites du temps qui nous est très imparti, hein, je vous en prie. Merci infiniment Constilamine pour ce passage encore ce matin. Madame, messieurs, nous vous disons merci à vous pour l'instant que vous nous consacrez à chaque fois. Et le téléphone au Constilamine sont à côté en même temps. Ça, c'est du Constilamine précisément, vraiment. C'est incroyable. Allez, bonne journée à vous, Chalamel, Isabelle Caron, Bon Bengan, Dominique Audrey. À demain, 10h.